Yeah. À votre attention, s'il vous plaît, Messieurs les présidents, ainsi que les membres de la conférence épiscopale du Bénin qui vont nous rejoindre pour le démarrage de ces activités. Soyez les bienvenus. De tout le monde est dans la salle. Je voudrais avec grand respect inviter le nonce apostolique à rejoindre sa place ici, à la tribune. Inviter également Monseigneur Eugène Rondécamp, Monseigneur Gonzalo et le Père Nathanaël Soédé à prendre place ici. Mesdames et Messieurs les ministres honoraires, Mesdames et Messieurs les députés à l'Assemblée nationale, Mesdames et Messieurs les présidents ou représentants des institutions de la République, Excellences, Messieurs les ambassadeurs, chefs de mission diplomatique accrédités au Bénin, Excellences, Monsieur le nonce apostolique, Éminences, dignitaires religieux en vos différents rangs, Excellences, Messeigneurs, évêques et archevêques de la conférence épiscopale du Bénin, chers pères aumôniers national des cadres et personnalités politiques, chers professeurs, enseignants, chercheurs à l'université, distingués invités, en vos différents rangs, grades et qualités, tout protocole observé, bonjour et bienvenue ici au Palais des Congrès de Cotonou pour réaffirmer notre vivre ensemble, pour réaffirmer notre capacité à promouvoir la paix, la tolérance, l'inclusion, la compréhension mutuelle et la solidarité. Ce qui reste bien évidemment un défi patriotique permanent qui oppose aux guerres, aux conflits et aux destructions la paix et surtout le développement. Avant tout, permettez-moi de demander à Monseigneur Rondécamp de dire la prière afin que nous confions les travaux au Tout-Puissant. Monseigneur Rondécamp.
Tout-Puissant, dans ton amour, tu nous as réunis pour nous remercions de cette humanité que nous partageons et qui est encore particulièrement ennoblée à la grâce du baptême. Il fait de nous des signes vivants de ta présence et de ton action dans le monde. C'est à raison de cette vive conscience que nous nous retrouvons dans cette salle pour raviver les grâces reçues de la conférence des forces vives de la nation et qui prolonge aujourd'hui notre vivre ensemble dans cette même nation qui nous appartient. Donne-nous de vivre ces moments avec beaucoup de sens de fraternité et de joie dans le Seigneur qui veut remplir le cœur. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Notre grâce de la victoire. Du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Merci beaucoup, Monseigneur, et une fois encore, bienvenue à chacun et à tous à ce colloque qui se donne pour soubassement, qui se donne pour fondement, la conférence des forces vives de la nation. Une conférence, faut-il le rappeler, qui a déjà énoncé en 1990 les principes clés d'une nation de démocratie pluraliste, de développement humain, de bonheur partagé et de fraternité. À l'agenda aujourd'hui, 5 communications qui vont servir de socle au débat, qui vont servir de socle aux analyses, surtout critiques, des facteurs limitants de notre vivre ensemble dans la paix. Nous ferons l'état des lieux pour présenter les défis que devra désormais assumer le Bénin, avec pour seul objectif la construction d'un état de vérité qui s'approprie ou qui se réapproprie ses valeurs de solidarité, de tolérance et de dialogue permanent. Tout à l'heure, la conférence inaugurale va porter sur le vivre ensemble dans l'esprit de la conférence des forces vives de la nation. Ça sera avec son Excellence Monseigneur Eugène Cyril Moudéko. Nous allons écouter bien évidemment le discours d'ouverture. Tout à l'heure, il sera prononcé aussi par son Excellence Monseigneur Aristide Gonzalo, évêque de Porto Novo. Et puis on aura, bien entendu, et je l'espère bien, un message du gouvernement. Mais avant tout, je vous propose le mot de bienvenue, c'est celui de Père Yaobi Souédé, aumônier national des cadres et personnalités politiques, bien sûr avec des applaudissements, s'il vous plaît. Je vais demander peut-être à Père Souédé de venir par ici. Merci beaucoup. Tous les micros sont ici. Excellence, notre apostolique, frère du Bénin le Togo, Excellence notre Seigneur de la conférence épiscopale du Bénin, Messieurs les présidents des institutions de la République, honorables députés, Messieurs les ministres, Messieurs les représentants des institutions internationaux, du ensemble au Bénin. Messieurs et mesdames de la religion traditionnelle africaine, des autres religions chrétiennes et islamiques, distingués invités, Messieurs et mesdames,
révérends pères, révérendes sœurs, chers amis membres de l'OCCG et du MCCCPP, chers invités, nous sommes au lendemain de la Covid-19, où les guerres, les conflits d'intérêts, les problèmes de sécurité sévissent avec virulence dans le monde. Force est de constater qu'ils ne détruisent pas en nous le rêve de construction d'un monde, d'une Afrique de relations conviviales entre les personnes et les nations, entre les personnes éprouvées et les bien importantes, ainsi que de confiance mutuelle pour des sociétés d'intégration, de bonheur partagé et d'épanouissement humain collectif. Ainsi, le Bourg national des cadres des autorités politiques organise-t-elle, sous le parrainage de la Conférence épiscopale du Bénin, le colloque sur le vivre ensemble au Bénin bâti sur les fondamentaux de la Conférence des forces de la nation. Ce thème a pour subdivision quelle responsabilité pour les citoyens, les acteurs politiques et les institutions de la République. Nous avons le plaisir de vous souhaiter la bienvenue à ce rendez-vous de la force de nos rêves sur les forces annihilatrices, des initiatives de réconciliation et de paix dans nos familles, nos cités et nos pays. Nous regardons différents défis de notre temps, défis de division, de déchirement et de violence de toutes sortes, sous le regard indifférent, complice ou impuissant, des uns des autres. Ce colloque arrive comme un appel qui nous est lancé, afin que nous puissions espérer et surtout agir pour rendre le vivre ensemble effectivement possible autour de nous, dans notre pays et partout ailleurs dans le monde. Les thèmes de référence de ce colloque soulignent bien le rôle joué par l'Église ici au Bénin en réponse à nos requêtes, ainsi qu'au devoir de solidarité humaine et de témoignage de la foi en Dieu, en Jésus-Christ. Sentinelle dans la société, à l'écoute des signes des temps et en réponse aux appels de la société civile, des acteurs politiques, l'Église est souvent intervenue pour proposer au peuple des messages sur le vivre ensemble, des solutions de fraternité, de tolérance mutuelle, de cohésion sociale et de paix. Autant de voix favorisant l'unité nationale et la participation individuelle et collective à la vie politique et économique. En organisant ce colloque, l'Église au Bénin manifeste sa fidélité à sa mission de veille sociale, de consolidation de la paix. Elle est heureuse de nous accueillir autour de la tâche combien noble, la constitution du vivre ensemble au Bénin et dans nos différents pays. Nous saluons ici la présence de l'Union nationale des cadres et hommes politiques, femmes politiques de l'Église de Congo-Brazzaville. L'Église vous exprime toute sa gratitude d'avoir accepté, vous tous, d'être là aujourd'hui. En dépit de vos nombreuses occupations, elle rend grâce à Dieu et exprime ses sincères remerciements à tous ceux qui ont soutenu de diverses manières l'organisation des réflexions de ce jour, du 9 mai 2023, et de leur suivi. Notamment les différents donateurs dûment inscrits et anonymes, les sponsors, la Conférence épiscopale du Bénin, Coris Bank, Radio Immaculée, la Croix du Bénin, et vous tous ici présents, qui êtes notre force, notre soutien, notre espérance, en l'efficience des actions nécessaires pour que le rêve de ce colloque, qui est le vôtre, et donc pour que notre rêve devienne une réalité. Je vous remercie. Merci beaucoup à vous, Père Yaovi Souédé, aumônier national.
Vous avez parlé donc de la construction de sociétés d'intégration qui doivent donc répondre aux divisions, aux déchirements. Ce colloque, vous l'avez dit, est un appel à agir pour la construction de sociétés profondément humanistes. Et par là, l'Église réaffirme une fois de plus qu'elle demeure la sentinelle dans la société. Après l'aumônier, je voudrais très respectueusement inviter son Excellence, le nonce apostolique, à prendre la parole sous des ovations, s'il vous plaît. Distinguées autorités et participants à ce colloque, je souhaitais exprimer ma gratitude à la conférence épiscopale du Bénin et au Père Nathanaël Suédé pour l'invitation à participer à cet événement. Permettez-moi de vous faire part de 3 réflexions. La première est celle de Sa Sainteté le Pape François. Dans son exhortation apostolique sur la joie de l'Évangile, Evangelii Gaudium, le Pape François affirme que être citoyen fidèle est une vertu sur la base des principes de subsidiarité et de solidarité et dans un grand effort de dialogue politique et de création de consensus, l'État joue un rôle fondamental dans la recherche du développement intégral de tous. Dans le dialogue avec l'État et avec la société, l'Église n'a pas de solution pour toutes les questions particulières, mais avec les diverses forces sociales, elle accompagne les propositions qui peuvent répondre le mieux à la dignité de la personne humaine et au bien commun. Ce faisant, elle propose toujours avec clarté les valeurs fondamentales de l'existence humaine pour transmettre les convictions qui ensuite peuvent se traduire en action politique. La deuxième réflexion est celle du feu pape Benoît qui, en 2010, s'est adressé aux représentants de la société britannique. Et il a déclaré, « Je voudrais suggérer que le monde de la raison et de la foi, le monde de la rationalité séculière et le monde de la croyance religieuse reconnaissent qu'ils ont besoin l'un de l'autre. La religion est une contribution vitale au dialogue national. Dans cette optique, je ne puis que manifester ma préoccupation devant la croissante marginalisation de la religion. Certains militent pour que la voix de la religion soit étouffée, ou tout au moins reléguée à la seule sphère privée. Et d'autres encore soutiennent que les chrétiens qui ont des fonctions publiques devraient être obligés, en certains cas, d'agir contre les consciences. Ce sont là des signes inquiétants de l'incapacité d'apprécier non seulement les droits des croyants à la liberté de conscience de la religion, mais aussi le rôle légitime de la religion dans la vie publique. Je voudrais donc vous inviter tous, dit le feu pape Benoît, dans vos domaines d'influence respectifs, à chercher les moyens de promouvoir et d'encourager le dialogue entre foi et raison à tout le niveau de la vie nationale. Westminster Hall, 17 septembre 2010. Après avoir rappelé le rôle propre de l'État dans la prise en charge du bien commun,
et souligner la nécessité pour lui d'être ouvert aux différentes contributions de la société, en particulier la contribution spécifique de la vision de foi, nous nous demandons quel est le but de tout cela, pourquoi les forces sociales sont-elles appelées à dialoguer. Le pape François, et j'en arrive à la troisième réflexion, l'indique par un mot, fraternité. Ce mot, avec son synonyme amitié sociale, est au cœur de l'encyclique Fratelli Tutti. Le dialogue entre les forces sociales n'est pas une fin en soi. L'objectif de la confrontation démocratique n'est pas la simple négociation d'intérêts. Nous, les êtres humains, constituons une communauté avec un destin unique. En partant de nos communautés locales, en passant par les nations et en arrivant à l'humanité entière. L'ère globale dans laquelle nous vivons nous enseigne que personne ne peut se penser ou se réaliser sans se référer aux autres. Nous devons prendre conscience que nous sommes tous placés sous l'horizon d'une même communauté et que la fraternité est le seul horizon qui permette de vivre ensemble. Le pape François dit, la fraternité n'est pas que le résultat des conditions de respect de liberté individuelle, ni même d'une certaine équité observée. La fraternité a quelque chose de positif à offrir à la liberté et à l'égalité. Que se passe-t-il sans une fraternité cultivée consciemment? Ce que se passe, c'est que la liberté s'affaiblit, devenant ainsi davantage une condition de solitude, de pure indépendance pour appartenir à quelqu'un ou à quelque chose, ou simplement pour posséder et jouir. Cela ne corrige pas du tout la richesse de la liberté qui est avant tout ordonnée à l'amour. Conclusion. La fraternité est un mot qui parle à toutes les personnes, quelles que soient leurs croyances et leurs convictions. Mais c'est aussi un mot qui a un sens profond enraciné dans l'Évangile. En tant que chrétiens, nous pouvons donc apporter une contribution importante en étant ouverts, comme nous le demande le Saint-Père, à toutes les personnes que nous rencontrons sur notre chemin, en les considérant comme les frères et des sœurs. C'est une attitude que l'on retrouve dans les meilleures traditions de l'Église et aussi dans ces pays. Que la lumière de l'Évangile nous aide à interpréter une nouvelle situation dans un monde qui change rapidement. Je vous remercie. Merci beaucoup. Il y a juste quelques mots-clés à retenir. Fraternité, amitié sociale, égalité, liberté. Et puis cette phrase, être citoyen fidèle est une vertu. Vous l'avez dit, Excellence, Monsieur le nonce apostolique, le monde de la croyance religieuse reconnaît que les uns ont besoin des autres et que le devoir du citoyen chrétien qui assure des responsabilités publiques, c'est surtout de promouvoir le dialogue. On en vient maintenant au discours d'ouverture. Il sera prononcé par son Excellence, Monseigneur Aristide Gonzalo, évêque de Porto Novo et président de la Commission épiscopale Justice et Paix, secrétaire général de la Conférence épiscopale du Bénin, que j'invite à ce pupitre avec des acclamations, s'il vous plaît. Excellence, Monseigneur Gérard Marc Maïs, nonce apostolique près le Bénin, le Togo,
Excellence, Monseigneur Eugène Cyril Ndeko, évêque d'Abomey et vice-président de la conférence épiscopale du Bénin. Excellence, Monseigneur Antoine Gagné, archevêque émérite de Cotonou. Monsieur le représentant du président de l'Assemblée nationale du Bénin, honorables députés à l'Assemblée nationale du Bénin, Mesdames et Messieurs les présidents d'institutions de la République ou leurs représentants, Monsieur le représentant du gouvernement de la République du Bénin, Messieurs et Mesdames les ministres, Monsieur l'ambassadeur représentant président de la CEDEAO, Monsieur le représentant de l'ambassadeur président de l'Union européenne, Monsieur le représentant de l'ambassadeur de France, Mesdames et Messieurs, les représentants des autres membres du corps diplomatique, d'organismes et d'institutions, Messieurs les anciens présidents d'institutions de la République, Mesdames et Messieurs, autorités politiques, administratives, militaires et civiles, tous ordres, grades et protocoles distingués et respectés, Révérend Père Nathanaël Yaovi Souédé, aumônier national des cadres et personnalités politiques, Révérend Père Jonas Koudissa, aumônier national des élites, hommes et femmes politiques du Congo-Brazzaville, Révérend Père, Révérende Sœur, Majesté, chefs traditionnels et autorités religieuses représentant les différentes confessions religieuses ici présentes. Mesdames et Messieurs les professeurs, cadres et personnalités politiques, Mesdames et Messieurs les représentants des organisations de la société civile, honorables invités, chers participants à ce colloque. Avant tout propos, je voudrais souhaiter la bienvenue ici au Palais des Congrès à Cotonou, à vous tous qui prenez part à cet important colloque sur le vivre ensemble au Bénin. Vous avez eu la délicatesse de surseoir à vos programmes respectifs et bien chargés pour la plupart, j'imagine, afin de répondre à l'invitation de l'aumônerie nationale des cadres et personnalités politiques. Je vous en suis très reconnaissant. Dieu lui-même, qui est le principe du vivre ensemble, vous en sait gré. Il vous comblera à la mesure sans mesure de son cœur débordant d'amour. C'est une véritable allégresse pour moi de vous voir réunis si nombreux pour ce colloque. Ce concept du vivre ensemble nous rappelle que du premier instant de sa conception à sa mort, la femme, l'homme est et existe avec les autres et son environnement. Il s'humanise et s'accomplit dans la croissance et la renaissance de sa relation de communion avec son environnement humain et écologique. Le vivre ensemble, c'est l'essence de l'identité de la personne humaine. Dieu veut que nous apprenions à vivre ensemble, à vivre en unité. Il nous a laissé dans sa parole des recommandations pour vivre les uns avec les autres une authentique communion fraternelle. Voici ce qu'en dit le psalmiste, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de vivre ensemble et d'être unis. Ignorer, ne serait-ce que pour un moment, cette identité humaine, pour ne pas assumer ces exigences, est suicidaire pour la personne et sa communauté. La fascination et la tentation du même font croire que tout est aisé et possible sans l'existence de différences, sans la contradiction des uns et des autres, voire sans la remise en question permanente de soi-même. Cette vision de la vie de l'esprit partisan peut provoquer une crise sans pareille. La conférence épiscopale du Bénin a toujours encouragé dans notre pays un ordre politique pluraliste
qui permet de faire des différences non seulement une richesse, mais surtout un appel permanent à ne pas se réfugier dans le même. Dans un passé récent, Dieu nous a épargné ce risque. Le présent colloque le rappelle, en même temps qu'il nous invite à assumer notre identité, à accepter nos différences et contradictions et à en faire des facteurs d'enrichissement personnel, collectif et national. L'histoire de notre pays montre également que toute faillite dans ce domaine peut limiter la portée du progrès aussi bien que la participation de tous les citoyens à la construction de la nation. Au niveau personnel, familial et collectif, des problèmes de la vie ordinaire et ceux issus des mutations contemporaines effritent dans les cœurs les valeurs de la dignité humaine, de la maîtrise de soi, de la gratuité, de la fidélité, du pardon et de la confiance mutuelle, de la solidarité et de la responsabilité historique. Au plan sociopolitique, tout autant fragilisé, sinon plus gravement, le vivre ensemble devient plus difficile. On se trouve dans un climat de suspicion, de méfiance, de frustration, de rancœur, voire de violence. Le vivre ensemble pose problème entre les membres d'un même parti, entre ceux-ci et les autres, entre l'ensemble des citoyens et leurs dirigeants politiques et vice-versa. Le vivre ensemble peut alors devenir pénible aussi longtemps que le développement économique prive le peuple de la démocratie ou de la liberté. Dans cette dynamique, la conférence épiscopale du Bénin a eu à féliciter la promotion des infrastructures et des outils du développement économique, tout en relevant certaines de leurs faiblesses, notamment sur le plan de la démocratie et de la solidarité nationale. Les situations de malaise social et de frustration qu'elles ont engendrées ont été globalement contenues par des actions conjuguées de décrispation sociale. La nation entière, les représentations des pays frères et des institutions de coopération et de promotion du vivre ensemble dont nous saluons la présence à ce colloque ont apprécié et encouragé ces mesures. Il en est de même des initiatives de rétablissement et de promotion d'un ordre sociopolitique d'amélioration des conditions de vie des populations fragilisées, de production et de partage des richesses au profit de tous, de réconciliation et de changement de comportement des citoyens. Ces derniers temps, les événements ont fait régresser ces mouvements de sursaut patriotique et éthique. Beaucoup d'autres facteurs entretiennent un climat de morosité économique dû essentiellement à la baisse du pouvoir d'achat. Bien des gens, même parmi ceux qui sont relativement aisés, ont encore du mal à s'assurer le repas quotidien et les autres besoins vitaux. Ce problème et ses corollaires méritent d'être traités avec lucidité, délicatesse et prudence. Il s'agit de promouvoir davantage la clairvoyance des citoyens et des acteurs politiques. Ces derniers n'ignorent pas l'histoire de leur peuple. Ils ne perdent pas la mémoire de leurs responsabilités face aux questions récurrentes. Il n'y a donc pas à désespérer de l'avenir de la paix au Bénin, car l'enjeu est de l'ordre d'une responsabilité historique que notre pays a su prendre dans le passé. Dans des circonstances où le vivre ensemble a été gravement lacéré et altéré, notre pays, le Bénin, a fait preuve de responsabilité pour organiser la conférence des forces vives de la nation. Il ne s'agit pas de demander à la reproduire ici et maintenant. Il nous revient plutôt d'en raviver le souffle. Une telle vision consiste à maintenir ici et au-delà de ce colloque l'esprit de la conférence des forces vives de la nation. Ainsi, par notre responsabilité historique, notre pays, le Bénin, renouera totalement avec ce qu'il est convenu d'appeler la démocratie, la création d'un État de droit et d'une nation.
alors les exigences du vivre ensemble y façonneront les esprits et les éveilleront à leur devoir de raffermissement et de reconstruction permanente des relations humaines. Cette responsabilité historique est un héritage à conserver jalousement, à enrichir et à savoir mettre à profit lorsque le vivre ensemble est menacé d'être fragilisé en diverses circonstances. Un peuple qui perd la mémoire des faits majeurs ayant marqué son histoire, son vivre ensemble et son devenir libre se condamne à répéter à ses dépens les mêmes erreurs et les mêmes égarements. Un peuple qui ne cultive pas cette mémoire perd une des meilleures opportunités de transmettre à la génération montante un maillon essentiel de sa conscience historique. De ce fait, il peut rendre précaire la paix sociale. Ce double exercice de la mémoire et de sa transmission a un rapport étroit avec le présent colloque dont le thème est suffisamment suggestif, le vivre ensemble au Bénin, bâti sur les fondamentaux de la conférence des forces vives de la nation. Quelle responsabilité pour les citoyens, les acteurs politiques et les institutions. En quoi la question du vivre ensemble est-elle une exigence et une nécessité dans le contexte béninois aujourd'hui? En quoi consistent les fondamentaux de la conférence des forces vives de la nation? De quelle mentalité devons-nous guérir pour que le vivre ensemble soit possible aujourd'hui? Dans la construction de la paix sociale de ce vivre ensemble, quelle est la part de responsabilité qui revient aux institutions, aux acteurs politiques et surtout aux citoyens eux-mêmes? Ce sont là les grandes interrogations auxquelles les communications et les échanges de ce colloque constitueront des tentatives de réponse. Ces interrogations expliquent l'objectif principal visé par l'organisation de ce colloque, qui consiste à contribuer à promouvoir le vivre ensemble en vue de la construction au Bénin d'une nation de démocratie participative, de développement humain, de bonheur partagé, de liberté, de fraternité, conformément aux principes clés de la conférence des forces vives de la nation. Avec humilité et sans hypocrisie, il nous faut reconnaître que nous avons besoin de travailler de toute urgence à asseoir davantage notre vivre ensemble sur des bases solides. Tout en appréciant les efforts des gouvernements successifs depuis l'historique conférence des forces vives de la nation, il est à noter que, même si la perfection n'est pas de ce monde, un effort important reste à faire pour que nos populations s'épanouissent davantage sur le plan économique et matériel, tout en jouissant effectivement de leurs droits fondamentaux et de leurs libertés politiques. Il y a un lien indissociable entre le pain et la liberté. Pour préserver ce lien, nous devons avoir le courage de nommer et de combattre les mots et les mentalités qui, dans notre imaginaire psychologique et culturel, entravent lourdement notre vivre ensemble. C'est pour cela que je vous demande de bien vouloir ouvrir des perspectives à cette rencontre en proposant des pistes concrètes de pensée et d'action pour une alliance nationale du vivre ensemble. Au nom de la conférence épiscopale du Bénin, je souhaite que ce colloque soit marqué, au-delà des opinions personnelles et des sensibilités politiques, par un esprit d'accueil mutuel, d'ouverture, de fraternité dans la franchise et la vérité. Chers participants, chers invités, je vous remercie encore de votre engagement et de tout ce que vous pouvez réaliser dans notre mission commune de la défense du vivre ensemble. Tout en implorant les grâces divines sur chacun de nous, je souhaite plein succès aux travaux de ce colloque. Que la bénédiction de Dieu vous accompagne. C'est sur ces mots que je déclare ouvert
en ce vendredi 19 mai 2023, le colloque sur le vivre ensemble au Bénin, bâti sur les fondamentaux de la conférence des forces vives de la nation. Quelle responsabilité pour les citoyens, les acteurs politiques et les institutions. Vive la paix au Bénin, vive l'unité nationale, vive le vivre ensemble. Que Dieu vous bénisse. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monseigneur, de donner l'onction pour les travaux de ce colloque, un colloque que vous avez ouvert donc désormais. L'homme existe avec son environnement humain et écologique, vous nous l'avez rappelé. Il y a cette grosse question, en quoi la question du vivre ensemble est-elle un impératif? En attendant d'y répondre dans les communications qui vont suivre tout à l'heure, je vous invite à suivre la conférence inaugurale. Elle est bien sûr donnée par son Excellence Monseigneur Eugène Cyril Rondécon, évêque d'Abomey et vice-président de la conférence épiscopale du Bénin. Ça porte sur le thème « Le vivre ensemble » dans l'esprit de la conférence des forces vives de la nation. La conférence inaugurale. Monseigneur, c'est à vous. Excellence, Monseigneur apostolique au Bénin, Excellence, Monseigneur évêque, membre de l'épiscopat du Bénin ici présent, très distingué autorité en vos grades, rang et qualité, honorables participants à ce colloque. Il nous a échu de mettre en exergue l'esprit de la conférence nationale des forces vives de la nation au regard du vivre ensemble tant désiré par les membres fondateurs pour le bien de la nation. Nous entendons par esprit l'idée générale qui a habité la pensée et l'action des représentants. Cette idée aussi qui a motivé les travaux, qui a présidé et même animé la recherche des solutions et l'élaboration des tests de travaux. En recherchant la réconciliation avec les exilés, en insistant sur les victimes des tortures, en suscitant la reconstruction du pays avec les résidents et la diaspora, la conférence nationale des forces vives de la nation insufflait déjà le principe du vivre ensemble. Ce colloque tient à raviver la mémoire historique et glorieuse de cette conférence, d'où découle le choix de notre système politique et les orientations essentielles des hautes institutions de la République. Notre objectif est de susciter un sursaut patriotique sous l'angle d'un principe novateur dénommé le vivre ensemble, en vue de l'édification d'une communauté politique ou sociale qui soit harmonieuse et respectueuse des libertés fondamentales. Notre prise de parole va s'articuler sur deux points essentiels. D'abord, le principe du vivre ensemble comme source
d'un nouveau souffle de vie pour une renaissance nationale. Ensuite, la démocratie moderne comme fondement juridico-politique du vivre ensemble. En un premier temps, le principe du vivre ensemble comme source d'un nouveau souffle de vie pour une renaissance nationale. Le vivre ensemble est le nouveau langage de l'attractivité en vue du rassemblement, de la concertation sur des sujets majeurs, en vue également de l'adhésion de tous pour un projet commun mutuellement bénéfique dans le cadre de l'aspiration à la sociabilité ou pour faire communauté de vie habituelle que nous connaissons dans le cadre du mariage, communauté de vie aussi pour les groupements économiques, communauté de vie également dans le cadre de la construction de la patrie commune où tous les êtres mobilisés donnent une consistance presque spirituelle même à leur nation. La conférence nationale des forces vives de la nation a été conçue et soigneusement préparée dans cet esprit, c'est-à-dire en tenant compte de la représentation des institutions de la République, du monde socio-économique, des sensibilités politiques, des responsables religieux et traditionnels, des milieux urbains et ruraux et des personnes de conditions variées. Malgré les tensions vives et inévitables, ce fut un exercice régulier et persévérant qui requérait une bonne conduite à travers la cordialité, la courtoisie, l'admission de la diversité des opinions, la prise en compte du droit de tous et de tous à la parole, le courage de surmonter l'indifférence et la rancune, les démarches aussi d'ouverture et même d'excuse, le renoncement au mal et à la vengeance. Plusieurs supports audiovisuels illustrent le cheminement des fondateurs et fondatrices de notre démocratie dans le principe du vivre ensemble comme chemin d'espérance de la renaissance nationale. Ce principe prédispose à un esprit enclin à vivre harmonieusement dans la diversité ethnique, culturelle, économique, environnementale, sociale et surtout sans exception de personne. C'est dans cet esprit que se forgent des mentalités et des vertus du respect de la nature, de culture des relations, de bon voisinage, dans le respect mutuel et même dans des services spontanés ou bénévoles. Dès lors, une ouverture peut se créer pour un engagement encore plus grand, un engagement en faveur de la défense des droits humains, de la lutte contre les tortures et les traitements humains dégradants. Des actions aussi pour la réconciliation et la paix, pour l'option politique bien mûrie, la liberté de toutes et de tous à participer aux affaires publiques, l'accès de toutes et de tous aux médias, la justice sociale et les œuvres caritatives.
Le principe du vivre ensemble reflète au fond la nature sociale de l'homme. Il requiert l'acceptation de l'autre tel qu'il est, la tolérance, la participation individuelle et collective à l'édification de la cohésion sociale, également aussi de la cohésion nationale. Ce principe contribuera à dynamiser et à renouveler le contrat social en tenant compte des mutations sociales et des nouvelles crises du pouvoir politique, ou également en tenant compte des moments de basculement des choix politiques du peuple. Sous cet angle, le principe du vivre ensemble a été expressément mentionné dans la note conceptuelle du colloque international de mars 2023 à Dakar, un colloque qui a regroupé beaucoup de sommités en matière de droit, en matière de responsabilité politique et sociale à Dakar au Sénégal, sur le thème « Repenser l'état du droit et les transitions démocratiques en Afrique », crise de l'état de droit, de la démocratie, du suffrage universel et de la sécurité en Afrique. Colloque organisé par Africa Jom Center. Et dans la note conceptuelle, il a été exprimé ceci, je cite: à cet défi s'ajoutent les problèmes de gouvernance, de corruption systématique et de trafic en tout genre, trafic de drogue, trafic d'êtres humains, trafic d'organes, etc., qui créent souvent des collisions et des phénomènes d'hybridation entre groupes armés terroristes et la criminalité transnationale organisée. Et c'est là qu'ils ajoutent: ceci met gravement en cause le vivre ensemble. Ceci remet gravement en cause le vivre ensemble. L'état de droit, la démocratie, les droits humains, les efforts d'intégration régionale, c'est crucial pour le développement humain. Ces constatations appellent l'urgence d'une bonne politique de prévention et d'anticipation coordonnée et solidaire sur ces nouveaux fléaux qui gangrènent la sous-région. En un deuxième temps, la démocratie moderne comme fondement juridico-politique du vivre ensemble. Après avoir vécu l'errance politique et l'échec de régime totalitaire marxiste, l'esprit de la conférence nationale des forces vives de la nation était de donner une nouvelle âme à la communauté politique nationale, afin que le vivre ensemble soit fondé sur le choix de système politique donné. Dès lors, l'option préférentielle a porté sur la démocratie moderne, où le système politique de l'État est enraciné dans le principe de la séparation des pouvoirs exécutifs, législatifs et judiciaires. Cette option est inspirée du livre de Montesquieu, intitulé « De l'esprit des lois », livre paru en 1748. Ce grand penseur, particulièrement à l'écoute de son peuple, mais aussi à l'écoute de tout ce qui se passe dans le monde, et le monde lumineux de ce temps-là, c'est le monde du XVIIe et du XVIIIe siècle. Ce grand penseur a fait une analyse scientifique de haut niveau et proposé ce principe qui continue encore aujourd'hui d'éclairer la philosophie du droit et les régimes démocratiques où l'on tient compte de la transparence et de la participation de toutes et de tous dans les suffrages universels.
La mise en œuvre de sa pensée sur l'organisation politique et sociale entraîne la culture des valeurs de la tolérance, de la liberté et de l'égalité. Il est même attribué à Montesquieu la paternité de la démocratie moderne. Pour confronter le vivre ensemble, le choix du système politique contenu dans l'avant-projet de la nouvelle constitution du Bénin a fait plus tard l'objet d'une consultation du peuple par référendum. À travers Monseigneur Isidore de Souza et les autres délégués catholiques, l'Église a ouvertement et activement appuyé cette option nouvelle, soutenue par la volonté du peuple, en s'appuyant bien sûr sur la doctrine sociale de l'Église. En effet, concernant ce choix politique, le pape Jean-Paul II avait clarifié la position de l'Église en ces termes. L'Église apprécie, je cite, l'Église apprécie le système démocratique comme système qui assure la participation des citoyens aux choix politiques et garantit aux gouvernés la possibilité de choisir et de contrôler leurs gouvernants ou de les remplacer de manière pacifique lorsque cela s'avère opportun. Cependant, l'Église ne peut approuver la constitution de groupes dirigeants restreints qui usurpent le pouvoir de l'État au profit de leurs intérêts particuliers ou à des fins idéologiques. Jean-Paul II, dans Quintesimus Annus, qui était l'encyclique qui était parue lorsqu'on célébrait le 100e anniversaire de l'encyclique Rerum Novarum, qui a été l'encyclique qui a donné le ton sur la position et l'enseignement social de l'Église, et surtout à partir des questions concernant la situation des ouvriers, donc la question ouvrière. Du reste, grâce à ce choix courageux, dans le contexte d'un régime politique totalitaire, le Bénin a été fort bien apprécié et a fait école dans la sous-région et en Afrique. Cet événement national a connu un retentissement mondial et une valeur inédite d'exemplarité, au point que le grand philosophe camerounais Fabien Eboussi Boulaga s'est documenté pour livrer ses réflexions et analyses critiques dans un livre intitulé « Les conférences nationales en Afrique noire, affaires à suivre ». Il a pu même partager ses convictions dans ce politique doit partir du principe universel qui s'en dégage. Quel principe? La nécessité d'instituer le crédit et de fonder la liberté en civilisation. Il ajoute que sa portée universelle vient de ce qu'elle indique le chemin à suivre pour restaurer une culture de la création, des buts et des significations face au nihilisme d'une civilisation de la croissance et de la consommation, face à l'ennui et la violence sourde et secrète, et qui sont le plus grand péril planétaire à ce jour. Fin de citation. Quant à nous, nous nous souvenons de la mobilisation de toutes les religions pour soutenir les délégués dans leurs travaux si difficiles, à travers de nombreuses prières élevées vers Dieu, des pratiques de jeûne, des mots d'encouragement, des commentaires. Nous gardons aussi en mémoire nos premiers élans d'action de grâce, dans la certitude que l'approbation présidentielle des décisions constitue aussi un exaucement des attentes de délivrance des maux et une nouvelle naissance de la patrie. Depuis lors, notre pays a changé de cap et s'est engagé
dans un nouvel apprentissage de culture démocratique. Ce parcours de combattant fut aussi marqué par le dénouement de certaines crises, par l'exigence de tout un peuple pour corriger les insuffisances et les travers et pour endiguer les mentalités perverses et les agissements contraires au bien commun. Nous nous rappelons les événements dénoncés sur des caisses qui se promenaient par-ci par-là. Nous nous rappelons des tricheries qui ont donné lieu à des reprises de vote dans tel arrondissement ou tel autre. Les vieux démons souvent reviennent quelquefois. Toutefois, nous savons qu'il ne suffit pas de faire un bon choix. Le Bénin a connu des moments de crise, de croissance en démocratie et plusieurs points de bascule. Il convient de projeter la création de mécanismes de suivi et d'évaluation de la démocratie pour corriger les mauvais tirs, pour redresser à temps les mauvais penchants, pour affermir les acquis démocratiques et maintenir la boussole dans la bonne direction stable, au sens de l'adage latin, fluctuat et mergitur. Il flotte, mais sans être submergé. Par ailleurs, l'Église au Bénin contribue aussi à la promotion du vivre ensemble par ses différentes interventions de médiation pour la réconciliation et la paix, ainsi que par son enseignement social à travers les messages avant les consultations électorales nationales, ainsi que par les lettres pastorales. En participant à la conférence nationale des forces vives de la nation, l'Église au Bénin s'est vue confier, contre toute attente, la présidence du Présidium à travers la personne de Monseigneur Isidore de Souza, de lumineuse mémoire. La tâche n'a pas été facile et l'archevêque coadjuteur d'alors a failli être victime des tensions rudes qui agitaient les esprits. A failli être victime aussi des pièges qui se posaient. Il mérite notre vibrant hommage éternel pour avoir fait preuve de ténacité à tout prix et pour avoir aussi volontairement voulu risquer sa vie. C'est dans ce contexte que le président Mathieu Kérékou est finalement arrivé pour prononcer le discours de clôture dont le point culminant est sa déclaration suivante, je cite: « Aujourd'hui, mercredi 28 février 1990, nous prenons à témoin le peuple béninois tout entier en affirmant solennellement notre engagement à faire mettre en œuvre de manière réaliste toutes les décisions issues des travaux de la conférence nationale des forces vives de la nation. » Quelle belle infanterie. En dehors de cette expérience de vivre ensemble de la conférence des forces vives de la nation, la conférence épiscopale du Bénin a initié en 1998 une rencontre particulière avec des notabilités catholiques de tous bords politiques. Cette rencontre inédite a eu lieu à Cotonou, au siège de la SEC, le samedi 10 janvier 1998. Aucun d'eux ne savait qui d'autre était invité. Ces notabilités, comprenant le Premier ministre, le président du Parlement, quelques ministres, femmes et hommes, des députés, des préfets et beaucoup d'autres cadres, ont fini par remercier les évêques d'avoir eu l'audace de les convoquer sans ordre du jour et sans mentionner la présence de certains adversaires politiques qu'ils n'auraient jamais voulu croiser. Le langage était direct et franc.
Leur constat négatif sur l'attitude de l'Église à leur égard, parfois, était présenté avec humilité et clarté. Ils ont également exprimé leur besoin de ressourcement spirituel et d'échanges ultérieurs. En réponse, le 26 janvier 1998, la conférence épiscopale du Bénin a adressé à chacun d'eux un courrier pour communiquer l'institution de l'accompagnement spirituel des cadres politiques dont Monseigneur Robert Sastre était le responsable et le père Julien Fouet-Penucon le responsable adjoint. Ultérieurement, dans le contexte d'une crise grave politique en 2009, les membres de la conférence épiscopale du Bénin ont tenu une session extraordinaire le mercredi 22 juillet 2009 à l'Institut des artisans de justice et paix Champ d'Oiseau en faveur des partis de la mouvance présidentielle et de l'opposition pour rallumer le vivre ensemble qui commençait à s'essouffler et pour contribuer à dénouer la grave crise de confiance. Heureusement, par la grâce de Dieu, les tensions ont baissé et le pays a poursuivi les réformes visant à la révision des listes électorales. En conclusion, la conférence épiscopale, la conférence nationale des forces vives de la nation et les décisions souveraines mises en œuvre s'imposent comme l'événement le plus marquant de la démocratie participative au Bénin. À l'épreuve du temps, le vivre ensemble a connu bien des secousses et beaucoup de vigilance pour apporter les rectifications nécessaires et pour créer des structures complémentaires de renforcement. Pour un avenir stable et durable, il faudra cultiver la confiance qui n'exclut pas le contrôle. Car comme l'affirme le pape Jean XXIII dans son encyclique sur la paix, je cite, « La vraie paix ne peut s'édifier que dans la conscience mutuelle ». Enfin, au regard du colloque international que j'avais évoqué tout à l'heure, un colloque de haut niveau, tenu à Dakar les 8, 9 et 10 mars 2023, sur le thème « Repenser les transitions démocratiques, réinventer la démocratie et l'état de droit en Afrique de l'Ouest ». Je pense que l'appel de Dakar du 10 mars 2023 doit être approprié par tous. Cet appel constitue l'état des lieux le plus raffiné et les propositions les plus mûries par la crème des professionnels du droit public et des éminentes personnalités politiques. Pour une régénération de la culture démocratique en vue de meilleur vivre ensemble, il est opportun qu'il soit pris en considération, entre autres, les éléments suivants de cet appel que je viens de mentionner. Promouvoir l'éducation politique du peuple et des gouvernants à la citoyenneté active, au patriotisme, au respect de la bonne gouvernance et de l'état de droit par l'institution de l'éducation civique à l'école. Un autre tiret. Renforcer le rôle des parlements nationaux et de la CEDEAO afin qu'ils se mettent au service de la paix et de la stabilité démocratique. Troisième tiret. Faire intégrer dans le protocole additionnel de la CEDEAO la règle de la limitation du nombre de mandats présidentiels consécutifs à 2 afin d'épargner les pays des crises et des conflits dans la sous-région. Je vous remercie.
Merci beaucoup, Monseigneur. C'était donc la conférence inaugurale qui a porté sur le thème « Le vivre ensemble dans l'esprit de la conférence des forces vives de la nation », donnée par son Excellence Monseigneur Eugène Cyril Robécon, évêque d'Abomey et vice-président de la conférence épiscopale du Bénin. Je nous propose, dans la suite, nous devrions avoir 2 communications. La première va porter sur les principes clés de la conférence. Les principes clés de la conférence des forces vives de la nation, une communication qui sera donnée par professeur Théodore Kolo, ancien président de la Cour constitutionnelle. La deuxième communication porte sur le thème « Quel rapport les leaders politiques ont-ils établi avec les principes clés de la conférence des forces vives de la nation d'un gouvernement à l'autre au Bénin ?» Elle sera donnée par Serge Prince-Aboudan, rapporteur de la Commission béninoise des droits de l'homme, et le révérend Père Éric Aguélimont, directeur de l'IAJP. Et puis ensuite, on fera les débats, bien sûr, avec vos questions. Il est déjà 10 heures passées de quelques minutes. Je nous propose la pause café. On va prendre un café et puis on va revenir. Elle ne devrait pas durer prendre un café au Bénin, c'est à peine 15 minutes. Merci, essayons de rester dans le temps pour vivre des moments palpitants sur ce vivre ensemble qu'il nous faut cultiver désormais. Un vivre ensemble qui a connu quelques secousses, mais il faut, comme l'a rappelé Monseigneur Robécon, il faut cultiver la confiance mutuelle, qui est le socle de l'instauration de la paix et surtout de la paix durable. Je vous laisse aller à la pause café et je vous attends ici dans 15 minutes avec respect, si vous voulez bien. Bon appétit à vous et à tout à l'heure. On peut couper la page. Non, on n'a qu'à laisser, on va la couper. Comme on vient de passer, ce que je vais faire.